Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais présenter, j'ai l'honneur, vraiment un grand honneur de modérer cette table ronde aujourd'hui, en présence des grands noms du cinéma brésilien, donc actuel, Karim Anouis, ici juste à côté de moi, Émilie Lescaut, Kleber Mendonça Filho et Gabriel Mascado. Donc pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'être ici ce soir, dans cette salle, et aussi avec vous toutes et tous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de producteurs, des comédiens, comédiennes, monteuses, et plusieurs personnes qui œuvrent pour le cinéma brésilien depuis de très longues années, qui sont ici présentes. Donc je vais citer aussi quelques-unes, comme Ana Gloglovski, comme Katia Adler, comme Bia Rodovalho. Donc un grand merci à vous toutes et tous. Donc, Et aussi un merci spécial à Gilles Rousseau et à toute l'équipe du Forum des images pour la conception de cette programmation qui met en lumière le cinéma national, comme on dit au Brésil. Donc, je m'appelle Erika Campelo et je suis coprésidente de l'association Auto-Brésil. Gilles en a parlé. Et notre table ronde ce soir s'intitule « Brésil, cinéma en danger ». Dans le cadre du festival En état du monde, nous allons essayer ensemble, avec cette riche table, ces débats, ces personnes présentes, de faire un état du lieu du cinéma brésilien avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Comment continuer à faire du cinéma national dans un pays où le gouvernement essaye de démanteler son industrie? Et ce qui est intéressant, et Gilles vient d'en parler, le cinéma brésilien traverse une période trouble et paradoxale. Pourquoi? Parce qu'au même temps que la production cinématographique très riche et fertile, avec des films brésiliens qui sont présents dans les grands festivals du monde, donc Gilles en a parlé, Berlin, Cannes, Toronto, Berlin, Beyrouth, Sundance, Rotterdam, avec plusieurs prix extraordinaires comme à Bacurau à Cannes, le magnifique film aussi, les deux magnifiques films, Bacurau, La vie invisible, d'Euridice Guzmán, qu'on a eu le plaisir de voir ici vendredi soir, Chão, qui est aussi un autre magnifique film. D'ailleurs, tous les films que je vais citer sont magnifiques. Boi Neão, Bicha Travesti, Indianara, entre tant d'autres films. On vit aussi un moment, depuis une dizaine d'années, avec une production extrêmement forte, avec plus de 150 longs-métrages produits par an au Brésil. C'est vraiment du jamais vu. C'est là la conséquence quand même des politiques publiques mises en place en début des années 2000 avec la création de l'Agence nationale du cinéma, l'ANCINE, en 2001, et l'arrivée au pouvoir de la gauche. Et ça, on ne peut pas le nier. Et sa politique culturelle très proactive. Cette politique culturelle a joué un rôle majeur dans le sort du cinéma national et qu'on voit aujourd'hui au Brésil, et je pense que les réalisateurs et la productrice en parleront, mais aussi dans le monde entier. Cette dernière décennie aussi, elle a été marquée par la décentralisation du cinéma national. Et ça, c'est très important parce que le Brésil est un pays continent avec une richesse culturelle et une diversité énorme. Donc, on sort, depuis 15 ans, on sort de ce qu'on appelle au Brésil du eixo Rio-São Paulo, donc de ces deux villes, de ces deux mégalopoles, pour aller voir aussi la diversité de la culture régionale du pays. Donc, on va voir se développer des fonds nationaux pour des cinémas qui ont émergé un peu. Et j'aimerais parler des 3 États, parce que je pense qu'il y en a 3 réalisateurs qui représentent 2 États. Donc, d'abord, le État du Ceará, région d'où vient Karim Anouis, où il anime depuis des années des ateliers d'écriture et de formation pour la nouvelle génération des cinéastes. Le Pernambouc, l'État de Kleber et de Gabriel. Donc, et un 3e État où il arrive énormément de choses intéressantes, où il y a une nouvelle génération aussi prometteuse de réalisateurs et réalisatrices qui sont en train de faire pas mal de films vraiment intéressants, qui est l'État du Minas Gerais. Par hasard, c'est l'État d'où je viens. Donc, je parle de ma région.
Et donc, il y a aussi une autre révolution qui s'est passée ces dernières années, ces dernières décennies au Brésil, qui est très intéressante. C'est la consacration des films liés à des sujets qu'on ne voyait pas d'habitude dans des sujets premiers, qu'on ne voyait pas d'habitude dans les films brésiliens, pas encore en tant que sujet premier. C'est ce qu'on appelle erronément les minorités, parce ils ne sont pas minoritaires. C'est des films sur des sujets, sur des femmes, sur les questions raciales, sur les Noirs brésiliens, les LGBTQIA+, et les plus défavorisés. Donc forcément, les films liés à nos questions sociales qui sont très fortes. Et ces films et ces questions-là traversent depuis 15 ans fortement le cinéma brésilien, et on voit à travers plusieurs films de la programmation de l'État du monde. Mais malheureusement, la démocratie brésilienne traverse une crise profonde avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Une extrême droite qui, je pense qu'il faut la comprendre, il faut vraiment analyser. Les choses n'arrivent pas par hasard. Bolsonaro n'est pas le fruit de quelque chose, d'une erreur de l'histoire. Il est la conséquence, parce que cette extrême droite est alliée aux églises évangéliques au Brésil, qui sont, elles, profondément conservatrices et réactionnaires. Cette extrême droite qui est au pouvoir, elle est aussi très liée aux grands propriétaires terriens, aux milices, les milices qui sont les mafias criminelles qui agissent surtout dans l'État de Rio et qui sont les principaux suspects de la mort de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco. Il y a lié aussi un système financier qui produit un néolibéralisme appelé par Vladimir Safatli du néolibéralisme autoritaire. Donc, il est important de signaler que l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro est l'aboutissement de la crise politique, sociale, démocratique qui assole le Brésil depuis 5 ans, avec l'élection de 2014 qui a élu un congrès extrêmement conservateur, représenté surtout par des hommes blancs avec plus de 60 ans et qui sont des représentants de ces groupes d'intérêt dont je parle, les lobbying des armes, les grands fermiers, les églises évangéliques, dont la destitution illégitime, le coup d'État contre la présidente Dilma Rousseff en 2016 a été le point culminant de la rupture démocratique brésilienne. Donc la diversité culturelle et l'éducation sont vues par ces gouvernements actuels comme une menace par rapport à leur idéologie. Dès son arrivée au pouvoir, il y a 9 mois, Bolsonaro a supprimé le ministère de la Culture. Le président a une vraie hostilité à l'égard du cinéma. Il souhaite promouvoir un cinéma centralisé, dépolitisé, qui promeut l'ordre moral, des valeurs familiales et le patriarcat. Donc, dans ces cadres, on va commencer notre débat. Et j'aimerais bien demander à Béatrice Rodoval, qui est docteure en cinéma et coordinatrice du Festival Brésil en Mouvement, de nous expliquer le processus de démantèlement du cinéma national qui est mis en place par le gouvernement actuel. Merci Erika, bonsoir à tous. Je vais m'appuyer fortement sur mon texte pour être efficace. Un spectre hante l'histoire du cinéma brésilien, au moins l'historiographie, le spectre des crises, des fins et recommencements, des ruptures. Les politiques publiques qui ont permis la rétomade à la reprise de la production cinématographique à partir du début des années 90 sont-elles aussi fragiles que les structures démocratiques qui les ont mises en place? Les buts de mon intervention est donc d'esquisser une synthèse du démantèlement des politiques publiques pour le cinéma et l'audiovisuel depuis les débuts du gouvernement Bolsonaro, comme a dit Erika, pour contextualiser ou mettre en perspective la discussion qui va suivre. Soutenu par les groupes conservateurs, notamment les groupes religieux néo-pentecôtistes, promouvant la morale et les bonnes mœurs du citoyen de bien
et de la famille brésilienne, l'État a entamé une guerre culturelle, terme employé par les nouveaux secrétaires de la culture, le metteur en scène Roberto Alvim. Avant d'intégrer les gouvernements, Alvim avait convoqué les artistes conservateurs à s'aligner à sa machine de guerre culturelle. Il assume ce qui reste du ministère de la Culture, comme a dit Erika, supprimé par Bolsonaro au début de son mandat. Le ministère a été transformé en secrétariat du nouveau ministère de la Citoyenneté, mais depuis la semaine dernière, appartient désormais au ministère du Tourisme. Cette guerre culturelle a lieu sur au moins 2 fronts. Celui du contrôle de l'opinion publique et celui du contrôle des mécanismes institutionnels. D'un côté, depuis les coups d'État de 2016, mais principalement à partir des présidentielles de 2018, on observe la promotion et la légitimation officieuse d'une propagande anti-artistique pleine de fake news, diffusée notamment à travers les réseaux sociaux via des mèmes ou des posts. Les lois des déductions fiscales qui structurent les politiques publiques pour la culture, par exemple, sont objets de ces manipulations et les artistes sont accusés d'être des communistes, fumeurs de joints, casseurs, etc. Donc, de l'autre côté, en ce qui concerne le cinéma, la guerre institutionnelle est menée au niveau fédéral, mais aussi régional, et vise au moins 3 domaines du cinéma brésilien. La production, dont ça sera question ici, mais aussi la préservation et la diffusion. Il faut souligner, par exemple, l'étouffement de la cinémathèque brésilienne avec des coupes budgétaires et des suppressions des postes, par exemple, ou l'organisation en octobre de la première mostra du film militaire. Et en parlant de la diffusion, qui comprend donc les circuits des festivals et mostra, mais aussi la distribution commerciale proprement dite. Par exemple, les entreprises étatiques telles Petrobras, la Banque nationale du développement, la Banque Caixa Econômica Federal, la Poste et la Banque du Brésil ont supprimé les financements des nombreux films et événements cinématographiques, y compris des programmes de distribution populaire des films à des régions périphériques et à des prix accessibles. Donc, depuis le début de l'année, au niveau fédéral, les mesures concernant le cinéma national ciblent principalement, comme a dit Erika, l'Agence du cinéma brésilien, l'ANCINE, une sorte de CNC brésilien, qui a été établi en 2001, mais aussi les fonds des productions appelés Fundo Setorial do Audiovisual, les fonds du secteur de l'audiovisuel. Et je vais parler un peu donc de mesures prises par rapport à l'ANCINE et les fonds et ces fonds, le FSA. Donc, depuis les débuts de l'année, l'ANCINE a été mise en crise. Entre mars et mai, l'agence a fait l'objet d'un arrêt juridique. Les tribunaux responsables notamment pour la fiscalisation comptable et financière des institutions publiques a contesté la méthode de comptabilité de l'agence, ce qui a conduit à la suspension pour quelques semaines du financement des projets, l'arrêt total. La décision de ce tribunal a été le résultat d'un audit entamé en 2017, mais la question demeure si l'arrêt a été motivé pour des raisons politiques ou pas. Les professionnels du domaine affirment que oui. Pourquoi, par exemple, ne pas appliquer la même rigueur vis-à-vis d'autres agences publiques? En juillet, Bolsonaro a annoncé que l'ANCINE aurait désormais un filtre, je le cite, puisqu'il s'agit d'un organe fédéral, s'il ne peut pas avoir des filtres, nous supprimerons l'ANCINE, nous la privatiserons, transférerons ou supprimerons. Or, le filtre n'est autre que celui de la censure, qui est déjà en place sous plusieurs formes. Lors de cette annonce, il a employé sa principale stratégie de communication publique, le déversement de phrases polémiques, violentes et abruties, qui déplacent ou font écran au vrai objet de son discours. Je le cite, « Je ne peux pas admettre que des films comme Bruna Surfistinha soient réalisés avec de l'argent public. Ce n'est pas possible. L'activisme, nous ne pouvons pas le permettre par respect pour les familles. » Le film en question, Bruna Surfistinha, de 2011, narre l'histoire d'une prostituée de luxe de São Paulo. Le film a fait plus de 2 millions d'entrées à l'époque. Ensuite, le 2 août, il a réaffirmé qu'il ne s'agit pas de censure, mais de ne pas permettre que l'argent public finance ce type de film.
Donc Bolsonaro a également annoncé les transferts du Conseil supérieur du cinéma vers la Casa Civil, une autre institution du gouvernement où il peut avoir plus de contrôle. Ce qui correspond au projet initial de 2001 de ce conseil, qui est responsable notamment de la formulation et la mise en place des politiques publiques pour le cinéma et l'audiovisuel, ainsi que la promotion de la présence nationale dans les marchés. Les nouveaux décrets réduisent aussi la participation des représentants de l'industrie à ces conseils de 6 à 3, ainsi que de la société civile de 3 à 2. Ils seront désormais nommés par les présidents du Conseil, les ministres de la Casa Civile, Onyx Lorenzoni. Les gouvernements ont aussi communiqué les transferts, comme a dit Erika, je ne sais pas si c'était ça. Les transferts du siège de l'Ancine de Rio de Janeiro à Brasilia, ce qui n'a pas encore été mis en place. Mais selon donc le ministre Onyx Lorenzoni, qui sera responsable du Conseil supérieur du cinéma, la plage, ça suffit. Le ministre a aussi évoqué l'importance de la rentabilité des projets soutenus par l'État, qu'ils produisent les fameux résultats. Malgré le fait que l'industrie audiovisuelle brésilienne est plus importante que celle du tourisme. En 2016, le secteur audiovisuel a été responsable pour 0,46% du PIB, correspondant à 25 milliards de reais. La PAC, Association des fonctionnaires de l'Ancine, reporte aujourd'hui 0,57% du PIB. Le secteur crée aussi plus de 350 000 emplois directs et indirects. Par ailleurs, il faut considérer la présence étrangère dans les marchés audiovisuels brésiliens. L'occupation des salles par les films nationaux est restreinte. Le marché est donc dominé par les blockbusters américains et dépend aussi d'un dispositif des quotas établi par l'État chaque année et valable jusqu'à 2021. Au-delà de la distribution en salle, il faut aussi prendre en compte la présence croissante des plateformes VOD telles que Netflix, dans la production et la distribution d'œuvres audiovisuelles. Netflix, par exemple, a déjà une présence solide dans les marchés brésiliens. La diversité et la pluralité de la production nationale ainsi est aussi menacée. Et à partir de demain, l'Ancine ouvre une consultation publique concernant la régulation du marché des chaînes cryptées et des VOD. Donc, la crise de l'Ancine concerne aussi sa direction, composée normalement par 4 directeurs. Christian De Castro, le dernier directeur-président de l'Ancine, a été renvoyé de la présidence en août et a récemment renoncé, accusé de fraude et d'autres crimes. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul directeur, Alex Braga, ce qui est en théorie illégal. À la présidence de l'Ancine, Bolsonaro veut nommer un néo-pentecôtiste. Et d'ailleurs, au sein de l'agence, Bolsonaro vient de nommer Edilásio Barra, connu par Tutuca, présentateur et pasteur évangéliste, comme responsable du développement économique, gérant, entre autres, les fonds du secteur audiovisuel, le FSA. Et alors, à propos justement de ce fonds, contrairement aux lois des déductions fiscales qui soutiennent l'industrie audiovisuelle au Brésil, le FSA est un fonds constitué grâce à une contribution fiscale de l'industrie elle-même, correspondant environ à 1 milliard de reais par an. Sous une possible tutelle du ministère du Tourisme maintenant, les gouvernements auraient directement le contrôle sur les opérations liées au fonds. Et faisant justement référence à ces fonds, le porte-parole de la présidence a déclaré en juillet que le gouvernement ne financera pas de films qui iraient à l'encontre des, je cite, valeurs éthiques et morales traditionnelles de notre société. De plus, entre février et octobre, les FSA n'avaient toujours pas des comités gestionnaires. Donc, les projets qui ont été approuvés risquent ainsi d'être révisés postérieurement par les nouveaux comités gestionnaires qui vient d'être nommé, qui est composé désormais par un directeur de la Rede Record, la chaîne publique contrôlée par l'Église néo-pentecôtiste universelle du Royaume de Dieu.
un scénariste et le président d'une entreprise de programmation pour les chaînes cryptées. Donc, en ce sens, j'ai conclu. Tous les décrets et annonces du gouvernement pointent vers une gestion autoritaire et ultra-néolibérale des politiques publiques pour le cinéma et l'audiovisuel. Il est clair que le gouvernement prépare au moins une restructuration de l'ANCINE, donnant lieu à une emprise néo-pentecôtiste sur les mécanismes publics pour la culture. Est-ce la fin de l'investissement public dans le cinéma et donc la fin du cinéma brésilien? Non, je ne crois pas. C'est peut-être une fin pour certains cinémas brésiliens. Que sera-t-il de cinémas périphériques qui ont pu se structurer à partir des politiques publiques mises en place ces dernières années? Par exemple, les cinémas noirs ou les cinémas des peuples autochtones. Des cinémas mineurs, pour ainsi dire, qui ne sont pas représentés ici dans cette table ronde. Dans tous les cas, le cinéma brésilien est aujourd'hui un territoire des disputes et je pense qu'on peut passer la parole aux cinéastes qui se retrouvent dans de l'autre côté de la guerre, du front. Merci, obrigada, Bia. Non, personne ne va se tuer. Avec ces contextes chiffrés, historiques et très bien documentés sur l'état, en tout cas les intentions et la mise en route de comment ces gouvernements voient la culture, ils voient le cinéma. Donc j'aimerais poser une première question à Kleber Mendonça Filho, qui est une question très large, mais je pense que dans ces cadres, toi qui viens d'avoir un film primé à Cannes, qui est, on va dire, le temple du cinéma mondial, qui peut le cinéma pour la démocratie aujourd'hui dans notre pays? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Fórum das Imagens, o Gilles, por isso aqui que está acontecendo hoje. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil au Forum des Images, de l'organisation de cette table ronde. Eu acho que o fato de estarmos aqui hoje mostra cuidado e carinho muito grande pela ideia de imagens brasileiras através do cinema. Je pense que le fait que nous soyons ici réunis montre vraiment l'attention et tout cet amour, disons-le, que vous portez pour les images que le Brésil a véhiculées dans le monde. E, de fato, o que está acontecendo hoje no Fórum das Imagens, eu lembro de duas outras, existem outras, mas existem duas outras investigações públicas no sentido de entender o que se passa no Brasil. Oui, je me souviens au moins de deux recherches qui ont été faites dans le Forum des Images, dans ce cadre, afin d'essayer de comprendre ce qui se passe au Brésil. No mês passado, na Biennale, o Festival Internacional de Viena, oui, houve programa especial dedicado ao Brasil. Le mois dernier, à Vienne, dans la Biennale, il y a eu donc tout un programme sur le Brésil, où le Brésil était à l'honneur. E agora, em dezembro, o Film Society of the Lincoln Center vai organizar uma série especial também dedicada ao cinema brasileiro. Qual? O Film Society of the Lincoln Center. Le Film Society de Lincoln Center, le mois en décembre, qui a organisé quelque chose également, qui va organiser d'ailleurs en décembre. Voilà, un événement également, une manifestation où nous serons également à l'honneur. E isso mostra que há uma preocupação, há uma tentativa de entender o que acontece no Brasil. Et tout ceci montre qu'il y a une réelle préoccupation afin d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, réellement au Brésil. E é muito curioso porque eu acho que o Gabriel e Karim, Emily, a gente tem viajado muito com nossos filmes pelo mundo, internationalement. Nous avons vraiment voyagé, aussi bien Karim, Gabriel, Émilie et moi-même, nous avons voyagé dans le monde entier avec nos films. E a preocupação com o Brasil é muito grande. Et nous voyons que tout le monde se soucie beaucoup du Brésil. C'est très important de voir ça. Quase como a preocupação por amigo que voltou a fumar crack.
comme quelqu'un qui se soucie d'un ami qui est revenu à Fumacaque. E isso, de certa forma, para mim é irônico, porque eu observo que no Brasil estamos discutindo muito pouco o que está acontecendo no Brasil. Et c'est vraiment ironique, hein, c'est parce que je vois qu'au Brésil, on parle beaucoup moins de ce qui se passe au Brésil qu'ici, par exemple. Eu falo especificamente do âmbito do audiovisual. Et je parle dans le cadre de l'audiovisuel, hein, plus particulièrement. Me parece existir medo muito grande, e esse medo é compreensível de uma certa Il forma. me semble qu'il y a une peur qui règne, c'est une peur compréhensive, hein, c'est compréhensible. Mas talvez eu fosse mais capaz de entender o medo 3 anos atrás, depois do golpe. Mais je pourrais comprendre peut-être cette peur il y a 3 ans après le coup. Hoje, dentro de novo governo que no primeiro dia de assumir o poder extinguiu o Ministério da Cultura, eu acho mais difícil entender esse silêncio, essa falta de mobilização. Aujourd'hui, quelque part, je trouve que c'est plus difficile de comprendre cette peur, ce manque de mobilisation après avoir vu un gouvernement qui est arrivé dès le premier jour à supprimer le ministère de la Culture. O Gabriel com o Divino Amor, o Karim com A Vida Invisível, nós fomos colocados de maneira muito natural e automática em posições de exposição. C'est-à-dire que nous trois, Gabriel, Karim, moi-même, on a été placés de façon très naturelle, hein, en position d'exposition. Isso é extensivo a todos os filmes que têm se destacado muito esse ano. Et ceci peut s'appliquer à tous les films qui ont été voilà, à l'honneur cette année. Os produtores e realizadores dos outros filmes. Les producteurs, les réalisateurs des autres films. A Febre, da Maya Darin, O Bicha Travesti, do Kiko Goifman. Tous ces films para citar que dois. Vous citez, simplement pour en citer 2, voilà, mais c'est vrai que ce sont une situation qui peut s'appliquer également dans ces cas-là. E eu senti especificamente no lançamento de Bacurau, que foi lançado em 29 de agosto no Brasil. Lors du lancement de Bacurau, qui est sorti le 29 août au Brésil, que o filme virou tipo de energia interessante, de resistência. J'ai senti que le film libérait cette énergie intéressante. Mas eu percebo mais uma energia poética no ar do que uma energia de alguém fazer alguma coisa. Mais je perçois plus une énergie poétique dans l'air plutôt qu'une énergie qui fait que les gens agissent vraiment. Etérea, linda. Quelque chose d'éthéré, de très beau. Mas a força que o filme mostrou, sendo filme de autor e filme popular, não parece... Tem gerado debates, mas não. Eu acho que poderíamos fazer mais alguma coisa. Et la force qui a été générée par ce film, bien qu'elle soit très belle, c'est un film d'auteur, un film populaire. C'est une force, évidemment, qui a généré des débats, mais il me semble qu'elle pourrait entraîner plus de choses. Divino Amor é filme com olhar extremamente crítico e peculiar sobre a sociedade brasileira a partir do ponto de vista da evangelização da sociedade brasileira. Divino Amor, il porte un regard vraiment spécial sur la société brésilienne, plus particulièrement l'évangélisation de la société brésilienne. E que aqui do meu lado temos o Karim com uma real possibilidade de ser indicado ao Oscar esse ano em filme internacional. Et nous avons Karim avec son film qui a vraiment des possibilités, une vrai potentiel pour être nominé pour un Oscar cette année. E tudo isso e todos os outros filmes brasileiros esse ano apontam para uma grande ironia que me parece o ano errado para tentar acabar com o cinema brasileiro. Et je pense, et tous les films montrent une ironie. Il me semble que c'est un moment qui n'est pas le bon moment pour terminer avec le cinéma brésilien, parce que tous les films participent à cette dynamique. E para responder à tua pergunta, eu vou continuar me comportando como se eu estivesse num país democrático. Moi, pour répondre à ta question, je vais continuer à me conduire comme si j'étais dans un pays démocratique. Eu sempre tenho a pergunta da imprensa brasileira ou internacional sobre a censura, e eu digo que eu não
discuto censura porque não existe censura no Brasil, está na Constituição. Moi, je dis toujours, quand on me pose la question, n'existe pas vraiment la censure n'existe pas, elle est dans la Constitution au Brésil. Quand on me pose cette question, les médias me posent cette question, la presse au Brésil, on me pose la question, me demande que faites-vous par rapport à la censure. Moi, je réponds comme ça. Il n'y a pas de censure. Voilà pour moi. Na verdade, com os 15 ou 20 filmes importantes esse ano do cinema brasileiro, eu queria citar um que vai estar sendo lançado na França agora, e o título em francês é Au cœur du monde, do Gabriel Martins e Maurílio Martins. C'est le Au cœur du monde de Gabriel Martins et Gabriel Maurílio Martins. Et alors, c'est ce film-là que j'aimerais effectivement citer parmi les 15 ou 20 films de cette année. Hein, c'est le titre en français. São filmes que efetivamente representam o Brasil, no Brasil e fora do Brasil. Ce sont des films, alors tous qui représentent le Brésil, hein, au Brésil, mais également en dehors du Brésil. Eu, quando vou à Austrália exibir Bacurau, eu me sinto diplomata brasileiro, embora eu não seja diplomata. Quand je vais en Australie, par exemple, pour parler de Bacurau, je me sens comme un diplomate brésilien, bien que je ne sois pas diplomate, mais c'est comme ça que je me sens. E todos esses filmes fazem parte de um universo que é artístico e comercial. Et tous ces films font partie d'un univers qui est artistique et commercial. E todos eles foram feitos com dinheiro público. Et tous, ils ont été faits avec l'argent public. E não há nada de errado nisso. Et voilà, et il n'y a rien d'erroné là-dedans. O agronegócio utiliza dinheiro público. Par exemple, l'agriculture, l'agrobusiness utilise de l'argent public. Hein. Então, Alors, essa é a grande questão hoje no Brasil. Et voilà, c'est la grande question au Brésil est là. Por que esse governo está querendo destruir uma área estratégica comercial da economia brasileira? Pourquoi le gouvernement essaye effectivement de détruire une activité culturelle, sociale, économique comme qui est au Brésil? Eu acho que os meios para fazer uma obra de expressão artística, eles são livres e não devem prever o lucro. Je pense que les moyens sont libres et ne doivent pas prévoir les bénéfices, d'accord? Donc ce sont des moyens libres, totalement libres. Mas até no caso de Bacurau, nem isso eles podem me acusar de falar o que eu acabei de falar. Mais dans Bacurau, même dans le cas de Bacurau, ils ne peuvent même pas m'accuser de dire ce que je viens de dire. Porque o filme se pagou e ainda está dando mais dinheiro para o Brasil. Parce que le film s'est payé, auto-payé et rend de l'argent, est encore rentable au Brésil. E eu vou parar de falar agora. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Kleber et Karim. Kleber, il a dit quelque chose d'ironique, drôle, mais très vrai. C'est la mauvaise année pour détruire ou essayer de démanteler l'industrie cinématographique brésilienne. Mais, comme a dit Bi tout à l'heure dans sa présentation, c'est en cours. Parce que les appels à projets n'ont pas encore été lancés. Il y a aussi une attaque sur la notoriété, la crédibilité des cinéastes, des films qui sont produits par ces gouvernements. Les entreprises publiques comme Petrobras, Cash, qui avaient ce rôle tout à fait normal de subvention d'une industrie cinématographique brésilienne, ne le font plus. Est-ce que c'est le moment pour la classe des cinéastes, des artistes brésiliens, de se positionner, de créer un mouvement? Comment ça peut se passer? Comment tu vois les choses actuellement? Oui, bon après-midi. Merci pour cette rencontre. En fait, je suis très touché parce que je suis touché des côtés. Pour essayer de répondre à ta question, c'est horrible d'écouter les mots de Bia. C'est vraiment horrible parce que, en fait, quand on est au milieu du vortex, on ne peut pas voir les choses avec une telle clarté. Et pour moi, d'écouter à chaque page qu'elle lisait, en fait, c'est ça, on est en train de vivre. On est au milieu d'une guerre. C'est pas compliqué. En fait, on est au milieu d'une espèce de désir de massacre et aussi on est dans un milieu d'une guerre. Et pour moi, ça m'a énormément touché, dans le mauvais sens. Enfin, je suis un peu choqué là.
Il avait des choses que je ne savais même pas, qu'il avait il avait une espèce de festival des films militaires à la Cinémathèque brésilienne. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et moi, je suis très touché aussi parce que, à cause de vous. C'est un dimanche après-midi, on est à Paris, et je suis très touché qu'il y a des gens qui soient là, en train de nous écouter, qui soient intéressés. Moi, quand je suis rentré dans la salle, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens, tu vois? Pourquoi ils sont là? Il n'y a pas de film. C'est nous qui sommes en train de parler. Et je vous jure qu'avant de venir ici, je me disais, il n'y aura personne, ça intéresse à personne, tout ça. Alors, je suis très touché parce que on a besoin de vous. On a besoin de vous. Je me souviens qu'au Festival des Cannes cette année, on a quand même essayé de faire un truc comme ça. Mais la machine cannoise, tu vois, c'était très compliqué de le faire, de la mettre en place, de vraiment de faire une espèce de front. Et là, je suis très touché. Moi, j'étais très touché au vendredi qu'on en était là, moi, Kleb et Sandre. Parce que là, au Brésil, on n'est pas ensemble. Mais on n'est pas ensemble et je comprends. Parce que la plupart de mes amis qui font du cinéma, et je ne dis pas d'une façon figurée, ils sont déprimés. Ils sont dans une dépression. J'ai beaucoup de copains qui ont commencé à ouvrir d'autres business déjà. Parce que c'est grave, c'est un vrai massacre qu'on est en train de faire, la culture brésilienne, au cinéma brésilien. Alors, pour moi, encore, je répète, ça me touche beaucoup. On a besoin de vous. Et quand j'écoute, par exemple, quand le club dit qu'il aura un focus brésilien au Lincoln Center, qu'il a une espèce de panorama du cinéma brésilien à la Biennale, qu'on a ces forums, je voudrais remercier à Gilles, à Claude, à tout le monde qui est là dans les forums des images. Vous êtes en train de nous aider d'une façon énorme. Parce que ce que je voudrais dire, dans cette année, pour moi, là, j'ai dit dans beaucoup de rencontres publiques comme ça, on parle des résistances. Je suis en train de dire tout le temps, c'est vous qui résistez à nous. Parce que là, c'est une année qu'on a la force, qui a une force gigantesque. Mais cette force, elle ne dure pas très longtemps. Et je pense beaucoup à mes amis qui sont dans une profonde dépression, qui sont dans l'audiovisuel. Et on est des espèces de... On n'est pas ensemble, quoi. On n'a pas même la possibilité d'imaginer qu'on puisse être ensemble parce que les gens, ils ont la peur et on est dans un environnement de peur de ne pas pouvoir travailler. Alors les gens sont vraiment, ils se cachent. Il y a plein de choses qui se passent en derrière qu'on comprend pas. Et je dis qu'il faut résister à nous, mais en même temps, je dis ça avec beaucoup de bravado, mais en même temps, il faut faire attention parce que ça ne dure pas trop longtemps. Tu vois, l'année prochaine, les massacres, il est tellement énorme, il est tellement gigantesque. Qu'il faut vraiment faire attention à jusqu'où on va tenir, tu vois, les coups. Je l'ai dit comme ça, mais je l'ai dit avec un peu de peur aussi, tu vois, c'est compliqué. Alors, ce que je voudrais proposer, et en même temps, je voudrais dire qu'il y a des choses qui se passent au Brésil, donc il faut qu'on regarde d'une façon très attentive. Quand il parle au cœur du monde, on parle d'un cinéma brésilien. Non, on est tous des Blancs. Hein. Il a vraiment un cinéma noir brésilien qui se met en place maintenant. Il a un festival du cinéma afro-brésilien qui s'est passé à Rio cette année avec la présence d'Angela Davis, qui était génial. Je crois qu'on est vraiment dans un mouvement qui est incroyable, quoi. On peut être un peu perdu comme ça au point de vue de l'organisation, mais il y a des choses qui se passent qui sont incroyables. Les chiffres, les numéros des films qui sont réalisés par des femmes au Brésil, c'est énorme. Mais on est encore en train de comment on dit, couler los frutos, de prendre les fruits des politiques audiovisuelles des dernières années. Mais on est presque dans un crash. We can have a crash. Dans une minute. Alors peut-être ce que je vais proposer, c'est de ne pas... Enfin, il faut se battre. On est aussi dans une position, on était en train de parler avant ici, les choses s'arrêtent, elles ne s'arrêtent pas, l'ancienne elle est déshydratée, après elle est occupée. On nous met dans une position qui est une position très délicate. Mais pour faire un peu de sens de ma parole, les dernières exhibitions de mon film dans beaucoup de pays du monde, je les ai dédiées aux gens du Chili. Et je dis ça parce que je crois que c'est important qu'on commence à faire une espèce de réseau international, parce que ce n'est pas simplement le cinéma brésilien, c'est le Chili, c'est tous les pays du monde. Il a une avance de l'extrême droite, du fascisme, soyons honnêtes. Ce n'est pas l'extrême droite. Et je crois que c'est important qu'on puisse se mettre ensemble, parce que vraiment, on est au bout de quelque chose de très, très grave. Et quand je me rappelle des paroles d'Erika, c'est vraiment toxique l'environnement qu'on est en train de vivre dedans. Et je parle du Chili parce que je crois qu'il a quand même... il a le Chili, il a le Liban, il a l'Algérie, il a beaucoup des événements qui se passent maintenant au monde où on sent cette malaise. Et le Brésil, c'est un de ces exemples-là. Et je ne sais pas, une chose que je voudrais peut-être proposer d'une façon très concrète, parce que
la question, c'était comment on peut continuer à faire du cinéma. Évidemment, on peut continuer à faire du cinéma. On a un téléphone, on fait du cinéma, mais ce n'est pas ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'une activité économique, d'un métier, d'une source de travail. Et ce que je voudrais proposer, je ne sais pas, je pensais qu'on en parlait ici, de construire une espèce de front. Peut-être un front équatorial, je ne sais pas comment l'appeler, parce que nous, on vient de la côté de l'équateur, tu vois. Mais je crois qu'il faut commencer à qu'on puisse être ensemble. Parce que là, on est en train d'être massacrés chacun à son tour. Et là, je crois qu'on a un moment vraiment historique du cinéma brésilien. On manque des gens ici. C'est dommage que Sandro ne soit pas là. C'est dommage qu'il n'a pas beaucoup plus de monde, mais c'est déjà un début. Et je voudrais vraiment... Je ne sais pas quand j'ai dit qu'on a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide de plusieurs façons. Ce n'est pas possible que les pays européens ne soient pas en train de boycotter le Brésil financièrement. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est grave, c'est vraiment grave. Ça, c'est quelque chose c'est immense. De faire des accords commerciaux avec le Brésil maintenant, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. C'est de la collaboration. C'est pas possible qu'on est en train d'avoir des photos de Poutine, du président de la Chine, et ça, avec Bolsonaro. Ça ne se fait pas. C'est pas possible. Alors la première chose que je voudrais demander, c'est que vraiment qu'on puisse parler de ça d'une façon sérieuse. Les capitales, il n'y a pas d'éthique, mais nous, on a de l'éthique. Alors je vous demande, quand je demande de l'aide, c'est vraiment pour qu'on puisse réfléchir à ça. C'est pas normal. C'est pas humain. Ce qui se passe par rapport au Brésil et par rapport à beaucoup du pays au monde. Mais pour être... moi, je suis un peu comme ça. Mais je crois que c'est important de parler de tout ça. Et c'est important qu'on puisse peut-être ici commencer une espèce de front où on puisse répéter cette situation au Brésil. Je dis que j'étais très touché parce qu'au Brésil, maintenant, on ne pourra pas faire ça. Mais peut-être on doit. On a l'obligation de le faire. Je ne sais pas comment on peut faire. Mais les plus qu'on puisse compter de l'Europe, de tous les pays du monde, pour qu'on puisse avoir une visibilité de ce qui se passe, peut-être on peut accélérer une espèce de boycott. Peut-être on peut catalyser une espèce de position politique par rapport au Brésil. Et j'espère alors, pour finir ma parole, c'est que cette situation, qu'elle puisse augmenter, que tous mes amis qui meurent de peur, qui travaillent dans l'audiovisuel, qu'on puisse se mettre ensemble pour qu'on puisse... C'est important qu'on parle des films des l'un des autres, c'est important qu'on s'aide, c'est important qu'on puisse créer un réseau en cette année, parce que peut-être l'année prochaine, honnêtement, on ne sera plus là. Ce n'est pas très compliqué, je ne sais pas comment ça va vos projets, mais je crois que les miens, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est possible que... Et aussi la collaboration internationale, on a besoin de coproduction, évidemment, mais on n'a pas assez. Ce n'est pas possible qu'il y ait un fonds dans un pays comme la France, qui donne 100 000 euros par an, ou même un truc comme ça. On a besoin de plus. C'est ça que je vais vous... Peut-être ce n'est pas pour la fiction, c'est pour le documentaire, peu importe. Mais on a vraiment besoin de créer des réseaux internationaux qui permettent qu'on puisse continuer. Parce que je refuse de dire le nom de ce mec qui a été élu au Brésil, mais ce gouvernement qui est là, il est là encore pour 3 ans. C'est beaucoup de temps. Il est peut-être là pour 3 ans. Là, un signe qui est en train d'être démonté d'une façon lâche. Pour la remonter, ça va prendre 10 ans. Alors, on est vraiment en face d'un truc qui est de long terme. C'est une destruction à long terme. Et soit on reste ensemble, ou soit non. Je sais que ça semble un peu abstrait de parler comme ça, de rester ensemble, mais je crois que c'est très important. Et c'est très important que nous utilisions notre imagination, pas pour mener une guerre contre des abrutis, des barbares, mais pour qu'on puisse utiliser notre imagination pour imaginer comment on peut marcher ensemble comme un front, comme un bloc, parce que c'est vrai, cette année, on peut le faire. Je crois qu'il faut qu'on le fasse assez vite, parce que l'année prochaine, peut-être, il n'y aura pas de film. Tu vois? Je crois que peut-être on a de films, et je ne parle pas simplement du cinéma, je parle de tout. C'est une année, je me souviens que le discours de Kléber à Cannes, quand ils sont pris avec Julien, il a dédié son discours à Chico Buarque, qui a gagné le prix de la littérature. C'est partout, on explose. On est génial. Tout va bien. On est fort. Et je crois que c'est cette énergie-là qui est important qu'on puisse la prendre en main pour avancer. Alors, je ne sais pas au point de vue concret, mais je crois que c'est très important qu'on puisse réfléchir à quelque chose de très concret qu'on puisse faire pour qu'on puisse se donner les mains pour qu'on ne soit pas invisible l'année prochaine. Merci beaucoup, Karim. Je pense que là, nous toutes et tous dans cette salle,
On est en train de partager un moment unique et même historique. Franchement, j'ai ces sentiments. Et on parlera de coproduction avec Émilie. Mais juste avant, je voudrais poser une question à Gabriel, surtout par rapport à son film Divino Amor, qui parle du Brésil en 2027, contrôlé par les églises évangéliques. Donc c'est très fort, c'est très symbolique. Et donc je voudrais aussi qu'il parle un peu de cette question des électeurs et de ce poids des églises néo-pentecôtistes au Brésil, parce qu'il a une grande partie des Bolsonaro sont des évangéliques, une bonne partie aussi, et qui approuvent la politique, qui approuvent ce que le gouvernement fédéral est en train de faire en matière de culture et de censure. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Gabriel, dans le pays actuel que nous vivons, crois-tu qu'on peut concilier liberté de croyance, liberté artistique e um État laïque? Alors, essa pergunta foi difícil para mim. C'est un peu difficile. Deixar a parte mais complicada para mim. La partie la plus difficile, voilà. É uma alegria estar aqui discutindo isso. É muito forte ouvir tudo, né? A realidade choca. C'est un plaisir tout d'abord d'être ici avec vous et c'est aussi vraiment fort, hein, c'est un moment très très fort de voir et de vivre ce moment et de discuter ce moment avec vous. Mas é uma alegria também estar aqui do lado de pessoas que estão realmente fazendo filmes que, para além dos dados, elas realmente deixam um legado no imaginário cultural de um povo, né? Mais c'est un plaisir également d'être avec des gens que, outre des données, des éléments, ils nous fournissent également un legs, quelque chose pour les générations futures. Desde filmes gigantes que conseguem realmente ter um impacto em todo o país, como filmes muito pequenos que têm o seu impacto específico na cultura específica. De films géants, hein, qui ont un impact auprès de beaucoup de personnes, à des films plus réduits, plus mineurs et qui ont leur impact également. Hein. Eles tentaram tirar a cultura, foi para outro ministério da cidadania e agora está no turismo, né? C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'enlever la culture, voilà, et maintenant ils l'ont fait, ils l'ont mis dans le tourisme, hein, voilà, le ministère du tourisme. Eles erraram de novo, porque aquele cartaz ali, Aquarius, é o lugar turístico mais importante hoje de Recife. Ils se sont trompés de nouveau parce qu'Aquarius est l'endroit touristique le plus important aujourd'hui de Recife. Donc, nunca imaginei na minha vida que simples fachada de prédio viraria símbolo cultural. Je n'ai jamais imaginé qu'une façade d'un immeuble deviendrait un symbole culturel aussi important. Depois desse filme, todos os prédios querem que Kleber filme para ver se o valor sobe. Après ce film, tout le monde veut devenir comme cette façade-là de Kleber, pour que la valeur immobilière monte. Ou seja, eles estão mais uma vez errados, né? A cultura. Ils se sont trompés une fois de plus. Ils sont à côté de la plaque. Eles não vão conseguir. Et ils n'y arriveront pas. A cultura, eu fiz filme Rodeo, Boi Neon, título em português, que virou bar em Recife. C'est quelque chose. J'ai fait Rodeo, hein, donc qui est Boi Neon au Brésil et qui maintenant est devenu au Brésil quelque chose. Em Recife, o nome virou bar. Recife est un bar. Eu não conheço o dono. Et donc je ne connais même pas quel est le propriétaire, mais. Mas os filmes estão aí vivos e falando provando que a cultura é muito mais além do que eles vão conseguir controlar prouve que voilà, les films sont vivants et dépassent tout ce qu'ils peuvent et veulent contrôler. É muito especial ver o cinema como parte dessa agenda do imaginário. A gente, né, associa muitas vezes a arte nobre, a pintura, mas o cinema pop contemporâneo também, de sua maneira, conseguindo conversar com as pessoas, né? Le cinéma passe aussi, le cinéma pop, donc contemporain, passe également par le dialogue avec les gens. On imagine toujours que c'est le 7e art, quelque chose de noble, et il l'est, mais on parle de peinture également, etc. Mais là, on parle du quotidien des gens. Eu acho que assim, tem uma coisa curiosa, né, só para voltar à questão, pensar o evangelismo no Brasil. Et pour revenir à la question que tu posais, donc l'évangélisme au Brésil. Que é projeto de poder construído em muitos anos. Donc né? C'est un projet d'un pouvoir construit donc sur beaucoup d'années, hein, plusieurs années. É
é importante relativizar que não existe só um evangelismo no Brasil. São várias doutrinas, várias correntes e várias práticas bastante distintas. Il y a beaucoup de pratiques très très différentes, beaucoup d'évangélisation, beaucoup de religions. Il n'y en a pas qu'une seule, donc c'est important de souligner ce fait-là. E uma coisa que pouco se discute é o projeto estético evangélico. Et on parle très peu du projet esthétique évangélique. C'est quelque chose dont on parle très très peu. E é uma prática evangélica que negou com a tradição da arte sacra C'est quelque católica. chose qui a nié la partie sacrée catholique. Não tem escultura, não tem imagem, Pas não de tem nada, não sculpture, tem cruz. aucune image, aucune croix. É uma religião contemporânea, Et c'est quase une como cubo branco, né? religion Quase como uma galeria, né? contemporaine, comme une galerie en fait. Para mim é como se fosse o que foi a arte conceitual para a história da arte Pour moi, c'est comme une pratique conceptuelle de l'histoire de l'art. o que foi a arte conceitual para a história da arte é a religião evangélica para a história da Et religião. ce qu'elle a été et maintenant, ce qu'elle est maintenant pour la religion, ce qu'est la pratique évangélique pour la religion. É uma religião que pode ser qualquer coisa, assim, é uma religião facilmente updated. C'est une actualisable. religion qui peut être toujours actualisée, qui peut dire tout. Et voilà, elle peut absolument tout dire. E curiosamente eu lancei o filme discutindo esse projeto de poder evangélico mais hegemônico, J'ai neopentecostal. effectivement parlé de ce projet évangélique. J'ai construit ce projet autour de cette idée-là. E tinha uma pastora que se identificava como uma pastora feminista Moi, progressiva. j'avais effectivement un pasteur qui s'identifiait comme un pasteur féministe progressiste. O que para mim foi uma combinação curiosa, inusitada e surpresa para mim. Pour moi, était une surprise. C'était assez curieux, assez bizarre. Je ne m'y attendais pas du tout. E ela falou: a religião evangélica também é um espaço de disputa de imaginário. Et effectivement, elle m'a dit également la religion évangélique est également un espace de débat de l'imaginaire également. Tem uma coisa curiosa porque esse projeto de poder ele tem um impacto muito forte na vida das pessoas onde não tem a presença do Estado. Ce projet a effectivement quelque chose, un impact très fort où il n'y a pas d'impact de l'État. Et ça, c'est très très important de penser à cela. Dados oficiais. Desde Et dans les données 2010, officielles, uma nova instituição religiosa é aberta une por hora nouvelle no Brasil. institution brésilienne est ouverte par heure au Brésil. São Ça, c'est 24 novas por dia durante 20 anos. 24 nouvelles ouvertes depuis des années. A grande maioria Une neopentecostal, grande majorité, ce n'est pas industriel, d'accord? de origem neopentecostal. Voilà, d'origine néo-pentecostale. Pardon, j'avale un petit peu mes mots. C'est vrai. Outro dado histórico assim importante para pensar que durante o projeto de desenvolvimento social e econômico Alors, que pendant combinou com o governo Lula, le projet qui a été associé avec le gouvernement Lula, a igreja evangélica também cresceu bastante. l'Église évangélique a également cru beaucoup. Elle a beaucoup grandi également. E diferente da teologia da libertação da igreja católica dos anos C'était 170, effectivement différent de l'Église catholique des années 70, d'accord? eles têm a teoria da prosperidade econômica. Ils ont la théorie de la prospérité économique. É fato que o convertido, em muito pouco tempo, ele prospera de forma... Évidemment, le converti, en très très peu de temps, il prospère en très peu de temps. Ele se organiza financeiramente, até por causa da conversão da religião. Financièrement également, d'accord? Donc c'est important de voir ce fait-là. Então, o crescimento do Brasil, o desenvolvimento social do Brasil do governo Lula para os evangélicos convertidos nesse período, eles associam à igreja Le puramente développement, e não ao effectivement, governo. s'associe à l'Église et non au gouvernement. D'accord? Ça, on parle du gouvernement Lula. Hein. Então a gente convive no Brasil realmente com uma compreensão muito específica, né, Au de um Brésil, nous fenômeno avons la compréhension très spécifique de um desenvolvimento social d'un développement social que está associado à igreja. qui est associé à l'Église. Então é sempre curioso perguntar assim, mas as pessoas não reconheceram esse avanço Donc, popular que teve, né, Toujours uma gestão mais bizarre de voir parce democrática. que effectivement on n'a pas reconnu ce qu'on a vu, ce changement dans l'ère démocratique que l'on vit. Então, a questão não é reconhecer, né? São vários fatores aí, vários imaginários sendo La question, disputados. c'est effectivement plusieurs imaginaires qui sont présents, qui sont là. Et là, ce n'est pas la question de reconnaître, mais de voir qu'il y en a plusieurs. E a religião hoje realmente tem uma força, um alvo claro, né, que é ocupar o Congresso La brasileiro. religion, et effectivement, a un objectif, c'est d'occuper la présence, le haut de la scène, le devant de la scène. E eles agora
Ah, le congrès, le parlement, là, dans E le congrès. eles conseguiram e agora estão focando no Suprema Corte, né? Et ils y sont parvenus et là maintenant ils veulent la Cour suprême. Então é tanta coisa complexa que é difícil para a gente também ficar só falando de arte, né, e de cinema brasileiro, Donc né? c'est vraiment très très complexe, donc on ne peut pas parler uniquement de cinéma et de l'art brésilien. A gente está falando do corpo da mulher sendo controlado pelo Estado brasileiro cada Mais vez du mais. Né? corps est effectivement qui est de plus en plus contrôlé voilà, dans le cinéma brésilien, mais pas seulement, c'est quelque chose de beaucoup plus global. E o corpo da mulher sendo controlado pelo Et Estado. Né? le corps de la femme, hein, qui est contrôlé de plus en plus par l'État également. Então, eu acho que o projeto de desmonte do Estado brasileiro de forma acelerada, ele é extremamente sofisticado. Donc c'est un projet de démantèlement qui est effectivement extrêmement sophistiqué. Ça, il faut demain de l'État, oui, oui. Porque ele é acelerado, é rápido Parce e que- deixa a gente anestésico. Né? Parce qu'il est accéléré, il est très rapide, il nous laisse dans un état anesthésié, complètement anesthésié. Esses dados que são para a gente, né, chocantes são pequenos quando a gente vê uma floresta em chamas. Né? Ces données nous paraissent bien petites quand on voit une forêt en flammes. Então, acho que é isso. Assim, o desafio é tentar olhar para esse inimigo não achando que é um inimigo bobo. Le défi, c'est de ne pas penser que c'est effectivement quelqu'un, ne pas penser que l'ennemi est stupide. Hein. C'est pas vraiment, on sait. A gente sabe que ele é estúpido, On mas sait qu'il est stupide, mais eles estão agindo de forma muito pragmática, sofisticada e complexa. E a gente tem que olhar para eles na altura deles, né? il faut qu'on le regarde à leur hauteur. Hein. Voilà, ils agissent de façon très pragmatique, de façon sophistiquée, etc. Et nous, il faut qu'on se mette vraiment, qu'on les regarde à leur hauteur. E se desafiar de sair também do nosso lugar, né, de privilégio, tentar, né, se reencontrar e se reconectar com o outro. Né? Et nous devons nous reconnecter avec l'autre également. Nous devons sortir de notre boîte logique et essayer de faire en sorte que nous puissions nous reconnecter avec les autres également. C'est important. E durante muito tempo a gente fez isso, né? Desde que as redes sociais chegaram, a gente se afastou, né, de alguma maneira assim. Né? On l'a fait pendant très très longtemps et après on a perdu l'habitude, on s'est un petit peu éloigné, on a perdu cette habitude. Então acho que o desafio, a pergunta é como dar as mãos de novo, né? Et comment créer ce lien de nouveau? Voilà la question. C'est notre défi. Eu vim de lugar específico, assim, de Recife. Minha mãe é professora de escola pública e hoje eu faço cinema. Moi, je fais du cinéma. Je viens de Recife. Ma mère est professeure de l'école publique. Hein. E faço cinema. Et je fais du cinéma. Eu não teria feito isso se não fosse por projeto de política pública. Et je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas pour un projet de politique publique. Que descentralizou e entendeu em algum momento da história que outras vozes eram importantes para país. Qui a décentralisé, qui a compris que dans d'autres moments de l'histoire, c'était important pour la situation du pays, pour la politique du pays. Então, et que d'autres voix sont importantes pour la politique du pays. Arte é contradição, né? L'art est une contradiction également. E país que não quer viver com a arte é país que não quer o contraditório. Et un pays qui veut vivre avec l'art est un pays qui n'est pas contradictoire. Voilà. E nós temos que ser a contradição. Et nous devons être cette contradiction. E nós seremos contradição. Et nous aurons la contradiction. Très bien. Merci beaucoup. Nós somos duas, então nós vamos. É melhor. Donc, grâce, on va changer de traduction parce que c'est. Nous sommes toujours deux pour ça, voilà. donc c'est très intense et c'est important. Exactement. Nous accueillons Graça Rabat. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore pour la traduction. C'est un exercice extrêmement fatigant et difficile. Et merci, Grace. Donc, Gabriel, oui, tu as touché des points vraiment très fondamentaux dans la construction, de la déconstruction aujourd'hui, qui explique pas mal le processus de la crise démocratique brésilienne et tout ce qui arrive. Et moi, je voudrais revenir sur la question aussi qui est fondamentale pour l'industrie cinématographique brésilienne, qui est la question de la coproduction.
vous trois, vous quatre, mais les 3 films qui sont représentés par vous aujourd'hui ici sont des films qui ont été réalisés avec de la coproduction. Émilie Lescaut, vous êtes coproductrice et vous connaissez extrêmement bien le marché brésilien et français. La France est un pays très actif par rapport à la coproduction et la diffusion du cinéma étranger. C'est quand même, on va dire, presque historique. C'est quelque chose qui ici arrive depuis toujours ou depuis longtemps. Et comment vous voyez le futur de la coproduction internationale avec le Brésil dans l'état que nos 4 intervenants ont décrit avant? Bonjour à tous. Alors, moi, je vais parler du point de vue brésilien parce que je suis française, mais j'habite au Brésil depuis, ça fait 17 ans. Et donc, j'ai appris ma profession au Brésil. Ma société de production avec Kléber est brésilienne. Et je suis arrivée en fin 2002, au début du premier gouvernement Lula au Brésil. Et j'ai petit à petit, j'ai appris ma profession au Brésil, en travaillant d'abord avec Kléber et avec ensuite d'autres réalisateurs. Et j'ai vu je suis arrivée à un moment où on ne produisait pas tant de films, et j'ai vu ce développement progressif au long de 14 ans de politique publique. Et comme vous l'avez déjà mentionné, on a vu un développement de la production de films, un développement, une décentralisation des moyens, des ressources, mais aussi, je pense qu'il y a eu au long de ces 14 années beaucoup d'investissements pour la formation des professionnels, la formation des producteurs et l'internationalisation de cette profession. Il y a eu beaucoup d'investissements pour que les professionnels puissent voyager avec leurs films, mais aussi participer à des festivals, participer à des laboratoires, connaître les professionnels de d'autres pays. Et c'est comme ça, il y a aussi un secteur qui a été créé dans l'Agence nationale du cinéma pour pouvoir favoriser ces échanges. Pour pouvoir soutenir les films pour qu'ils puissent être représentés à l'étranger. Et je pense que ça a permis de créer des liens avec d'autres pays, d'apprendre, de connaître les outils de la coproduction. Enfin, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle. Parce que si on ne voyage pas, si on ne rencontre pas d'autres personnes, on n'apprend pas et on n'a pas l'occasion de... La coproduction naît d'abord de relations avec d'autres personnes. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu, en participant à des festivals, des laboratoires, des marchés dans le monde entier, j'ai pu connaître d'autres producteurs et petit à petit apprendre à comment financer nos films aussi, à faire face à des budgets un peu plus ambitieux. Et nos deux derniers films sont des coproductions avec la France, mais ici, comme vous l'avez dit, Karim, son film est aussi une coproduction. Le film de Gabriel, c'est une coproduction avec je ne sais pas combien de pays, mais il y a beaucoup de pays représentés dans ces films. Et la plupart des films qui circulent aujourd'hui, brésiliens, sont des coproductions. Et aussi pendant ces dernières années, il y a eu beaucoup de festivals qui ont été créés au Brésil et beaucoup des professionnels étrangers qui sont venus au Brésil aussi pour pouvoir participer à des festivals, à des ateliers de coproduction. Vraiment. Tout ça, ça a permis le développement de ces liens. Et voilà, je ne peux pas vraiment parler du futur de la coproduction, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est certainement quelque chose qui va permettre au moins de soutenir une partie du cinéma brésilien. C'est des liens qui vont se perdurer, j'imagine. Mais en même temps, ça concerne, je pense, peut-être des réalisateurs plus confirmés. Et je ne sais pas comment ça va être pour les nouvelles générations de cinéastes qui ne vont pas... On a déjà perdu cette année le soutien pour pouvoir représenter nos films à l'étranger, qui était quelque chose de très important. Et depuis quelques mois, on n'a plus le soutien de l'Agence nationale du cinéma pour voyager avec nos films.
Donc, comment est-ce que les jeunes réalisateurs vont pouvoir créer ces liens avec d'autres pays? Je ne sais pas. Mais évidemment, oui, on compte sur la coproduction pour pouvoir continuer à financer nos films. Ça ne peut pas être que ça, mais ça sera un moyen important pour pouvoir continuer à travailler. Merci beaucoup. Très important aussi. Donc, avant de vous passer la parole, Karim voulait donner un exemple sur les... Non, parce que je suis en train de chercher des exemples concrets. C'est très important ce que Gabriel a dit aussi. C'est pas simplement le cinéma. On est en train de... Comment on dit? C'est quoi les mots en français quand on est en train de te déréter? Défondre. Les mondes, littéralement. Alors, il faut faire face aussi à d'autres défis. Mais je vais parler d'un truc très, très simple. Maintenant, à São Paulo, le secrétaire de culture d'État de São Paulo, j'étais avec lui il y a 2 ou 3 semaines. Et il m'a annoncé qu'il allait faire un festival. Je cherche des exemples pratiques, comment on peut résister. C'est ça que je suis en train de parler. Et en fait, il aura un festival à São Paulo cet été, là, au mois de janvier-février, où il va passer tous les œuvres qui étaient censurées dernièrement, d'une façon ou d'une autre. Ça s'appelle Verão Sem Censura. J'ai dit ça parce que je commence à me souvenir des exemples que peut-être on peut partager, pas nécessairement maintenant, pas nécessairement aujourd'hui, mais d'imaginer comment on peut en fait résister. Je crois que c'est très important, et toi tu l'as dit, qu'on puisse peut-être écrire quelque chose pour un véhicule de communication important en France. Par exemple, il faut vraiment mettre la lumière dont il faut mettre la lumière. Je crois que c'est très important de penser à ces formes, des fois formelles, des fois pas formelles, d'être présent et d'être résistant dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre. Tu parlais de la coproduction. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, il a à peu près, je ne sais pas combien d'années, il n'avait rien au Brésil. Et moi, la seule raison que j'ai fait mon premier film, parce que j'ai un soutien d'un fonds hollandais qui s'appelle Hubert Bos Fund, qui m'a donné... Même chose pour lui. Sinon, je n'aurais jamais fait de premier film. Hein. Et peut-être, il faut plus de fonds, il faut plus de partage entre les pays qui ont une industrie confirmée et les pays qui ont une industrie qui est en train d'être massacrée. Ce que tu disais aussi, ça me rappelle que la résistance peut venir aussi des... Il y a des États dans le Brésil qui font opposition au gouvernement et qui ont choisi la culture comme un espace de résistance. Enfin, du moins, il y a un discours déjà qui commence à s'articuler. Et c'est peut-être... Parce qu'il y a déjà des fonds aussi régionaux qui ont été très importants, par exemple, dans le Pernambouc où on habite. À partir de 2008, il y a eu un fonds qui a été créé et qui a permis de financer beaucoup de films avant qu'il y ait le fonds Fundo Setorial, le FSA. Et évidemment, on va défendre et peut-être essayer de développer encore plus ces fonds régionaux. On va se battre pour le fonds national, mais il faut aussi renforcer ces fonds régionaux. Et voilà, par exemple, il y a un discours de union des États du nord-est du Brésil pour faire un front démocratique et aussi pour la culture. C'est des mouvements qui sont intéressants. Mais c'est sûr que, au niveau national, par exemple, en 2016, quand il y a eu déjà une tentative de supprimer le ministère de la Culture, il y a eu une réaction très forte. Il y a eu des occupations dans les espaces culturels, dans le ministère de la Culture. Et on ne voit pas ça aujourd'hui. Oui, il y a eu ce serait intéressant de revenir à ça peut-être pour occuper les espaces culturels et montrer qu'on est là et qu'on va se battre. Merci beaucoup. Juste pour une information partagée avec vous, les gouverneurs de ces États du Nord-Est, ils sont en tournée en Europe et ils seront demain à Paris. D'accord. Il aura une conférence de presse. Voilà. Ouais. Je partage l'information. Donc, je vous propose de recueillir trois questions pour nos invités. Donc, il y a une question ici, une de monsieur et madame. On va faire.
Olá, boa noite. Posso falar em português? Si vous ne pouvez pas parler en français. Ok, bon, voilà. Je vais essayer en français. Tout d'abord, merci beaucoup à vous toutes et tous pour ces séances d'éclaircissement. C'était vachement... c'était beaucoup plus prenant que j'imaginais au départ. Merci Karim pour votre discours un peu enflammé. Et puis voilà ce que je voulais vous dire. C'est moi, c'est une question, c'est plutôt une réflexion sur ce que nous, en tant qu'étudiants brésiliens en France, nous sommes en train aussi de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe au Brésil en ce moment. Ça nous fait réfléchir aussi et ça nous donne envie d'agir, pas qu'à Paris, mais surtout de voir comment à Paris on peut faire quelque chose pour le Brésil. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance d'agir, et puis ce qu'a dit Kleber, le fait qu'au Brésil, on parle très peu de ce qui est en train de se passer au Brésil, et qu'en étant loin du Brésil, on prend plus de distance, et puis on parle plus, on analyse peut-être mieux ce qui se passe. Il y a des initiatives actuellement en cours à Paris, des étudiants brésiliens qui s'organisent, qui veulent s'emparer surtout des moyens de communication qui touchent la plupart de la jeunesse brésilienne actuellement, qui sont les productions audiovisuelles qui sont sur YouTube par exemple. Et c'est très dommage que des données comme a donné Bia sont méconnues des Brésiliens et surtout des jeunes étudiants. Et pas que. Vous avez même dit que vous saviez pas. Pardon? Ah oui, voilà. Donc ce que je dis, c'est qu'à Paris, on est en train d'organiser une espèce de collective association qui va s'emparer, qui veut s'emparer de la communication, donc chaîne YouTube, pour parler de tout ça. Après, j'aimerais bien parler avec Bia plus tard pour qu'on puisse parler de ces données et qu'on puisse mettre ça en ligne. Donc je pense que c'est le moyen d'informer, donc d'abord informer avant d'agir, parce que si on ne sait pas, on ne peut pas agir. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Il a le monsieur derrière. Merci. Un tout petit commentaire, pas une question. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est très émouvant de voir cet effort de créer cette rencontre. Et, évidemment, il y a un besoin de résister. Et résister pas seulement dans le cinéma, mais aussi dans la culture en général, et dans plusieurs dimensions du Brésil. Et même les affaires, et les nombres de faillites en ce moment, de petits commerces, de toutes sortes d'activités. Bon, en tant que résident à Recife, je ne suis pas brésilien, je ne suis pas français, je suis chilien, je n'ai pas raté de remarquer que cette nécessité de s'unir, de résister, aussi est représentée ici. Tous les trois cinéastes sont nordestins, ce que je célèbre. Merci. Merci. Donc, il y a la dame derrière, et après, on va prendre une question ici, parce que comme il n'y en a pas encore eu de questions, j'en ai dit 3, mais... Alors, ça sera plus pour Émilie, je pense. J'ai une amie qui est productrice au Brésil, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, l'accord entre la France et le Brésil pour la coproduction est limité à la télé. Quelque chose comme ça, où elle disait qu'il fallait passer par le Canada pour faire... Il n'y a pas ça? Il ne fallait pas que ce soit destiné à la télé Non, il y en a quoi? Ça doit être le contraire. Il n'y a pas d'accord avec le Canada, peut-être.
D'accord. Mais en pensant à ça, est-ce que je me disais, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a un monde qui est en train de s'effondrer et encore on court partout comme baratatante. Pardon, je sais pas. Et mais justement, pour essayer de faire des choses plus précises et à partir des initiatives plus objectives, je me demande si revoir les accords, faire des fronts dans chaque pays. Et revoir les accords de coproduction, ça ne serait pas un point aussi de départ? Oui, mais... Oui. Et il a une question ici. Elle a déjà le micro. Merci. Bonsoir. Je suis franco-brésilienne, on va dire, et mieux franco-nordestine. Et je suis comme vous, le monsieur du Chili, tellement contente que le Nord-Est soit représenté et tellement contente que le Nord-Est explose sur le plan cinématographique. C'est juste un résultat. Je savais que ça venait depuis longtemps, mais ouf. Donc, merci. Simplement, j'associe deux choses. Le Nord-Est est la seule méga-région du Brésil qui a résisté, qui a dit non à Bolsonaro. C'est aussi traditionnellement la région où peut-être le catholicisme est le plus ancré. Un chercheur m'a dit qu'une chose avait à voir avec l'autre et qu'ils avaient fait, que du coup, ce catholicisme avait fait bloc et avait repoussé. Ils avaient adhéré, les Brésiliens, les Nord-Estains avaient adhéré moins massivement au tsunami évangélique. Ma question, en vérité, elle pose sur la France, parce que je suis aussi française et je suis très inquiète parce que les églises évangéliques arrivent en France aussi. Et pas plus tard qu'hier, sur la ligne H, qui va vers le nord, j'ai eu droit à des gens qui prêchaient dans les rames, dans une espèce, je vais dire, d'indifférence absolue, comme si c'était juste des illuminés et il ne fallait pas les écouter. Donc la question, c'est à vous, qu'est-ce que vous diriez aux Français sur cette menace? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que la France est tellement, peut-être qu'Émilie pourra le dire, que la France, qui est tellement laïque, elle va pouvoir résister à ça? Et est-ce qu'on peut minimiser ce danger dans les démocraties? Merci. Merci. Je vais répondre rapidement sur la coproduction, sur les accords de coproduction. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés de coproduction au cours des dernières années. L'accord avec la France est un des plus anciens. Il a été élargi à l'audiovisuel en général. Mais on a besoin des gouvernements pour signer ces accords. Donc s'il n'y a pas un gouvernement qui s'intéresse à la coopération audiovisuelle, il n'y aura pas de nouveaux accords non plus. Donc ça, c'est un peu triste, mais bon. Et par rapport à ce que vous disiez, je pense que la résistance du Nord-Est, je ne sais pas si c'est tellement lié à la religion, mais je pense que c'est la région du Brésil où on a vu le plus les résultats des politiques des gouvernements du PT. C'est là où on a vu l'éradication de la faim, de la famine, de la misère. C'est une région qui a énormément changé pendant les 15 dernières années. C'est ce qui explique qu'elle continue à soutenir les gouvernements qui ont permis ces changements, enfin les partis. Et par rapport aux églises évangéliques, vraiment, je ne sais pas si vous voulez répondre. Un peu difficile. Je crois qu'il faut faire attention aux églises évangéliques, pas simplement à cause de ce que Gabriel a dit, mais elles ne sont pas en train de grandir par miracle. C'est des gens qui ont besoin de l'église évangélique. Ils sont en train de donner quelque chose aux gens, et la question, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire que nous, on n'est pas en train de faire. Hein? Moi, je dis toujours au Brésil, elles sont en train de grandir, parce que moi, je viens du Nord-Est.
Moi, j'ai 19 ans, je débarque à São Paulo pour travailler comme une domestique. Et les dimanches, dans une ville où il n'y a pas d'espace public, où il a une salle qui est 5 fois plus grande que celle-là, dans un jour d'été où il fait 35 degrés, il a de la clim. Première chose. Il n'a pas d'espace public, mais les évangéliques, ils sont bien occupés de l'espace public. Ils ont kidnappé l'espace public. Il a de la clim, il a une sensation d'appartenance. Il a la fête, parce qu'il chante comme des fous. Il parle en langue. C'est vraiment un transe, tu vois. Alors, il faut faire attention. Pourquoi ils ne sont pas en train de faire ça dans un espace public? C'est parce que l'espace public, il est mal aménagé. Il est pas, tu vois, c'est une absence que fait... Alors, il ne faut pas les démoniser. Ils sont là pour remplir une espèce de trous. Et la question, c'est quoi les trous et comment on peut régler ça? C'est plutôt ça. Si on parle là par accident, c'est un plan très bien construit. Comme a dit Gabriel, tu vois, c'est des gens qui ont un plan très clair. Voyons ce qui se passe en Bolivie maintenant. C'est partout. Mais ça se passe il a des raisons. Je crois qu'il faut demander quelles sont les raisons. Pourquoi, à un moment, Macron, pourquoi est-ce qu'il y a des évangéliques qui sont en train de faire de la prière dans un RER à Paris, quoi, parce qu'il a quelque chose qui ne marche pas. Não, eu talvez só relativizaria o debate sobre o evangelismo, né? Je voulais quand même relativiser ce débat sur l'évangélisme. Eu acho que eu não posso julgar a fé das pessoas, mas a gente pode discutir um projeto de poder evangélico, né? On peut pas juger la foi des gens, mais on peut discuter un projet de religion pour la foi. A verdade é que a fé hoje no Brasil é a principal commodity brasileira, né? Et la question c'est que la foi au Brésil actuellement c'est la principale commodity. E quando a gente fala desse modelo que deu certo, né, no Brasil do ponto de vista financeiro, econômico, né, das igrejas que conquistando grande parte da mídia brasileira. Ouais, et quand on parle d'un modèle économique réussi au Brésil, comme ces églises qui occupent un grand espace, qui occupent les médias. Obviamente, eles têm projeto claro de expansão internacional. C'est clair que derrière tout ça, derrière cette réussite au Brésil, il a un projet d'expansion internationale. E tem projeto estético, inclusive. Na América Latina, os pastores, ainda que sejam nascidos nesses países, eles falam com um sotaque brasileiro. Il a même un côté aussi esthétique, parce que les pasteurs, même quand ils vont ailleurs dans d'autres pays, ils gardent l'accent brésilien. É como se fosse já parte da cultura de exportação, de identidade brasileira conservadora, os cultos com sotaque brasileiro. C'est comme si ça faisait partie d'un package. C'est l'image brésilienne, l'accent et tout. Et Kleber dit comme les churrascarias en plus. Donc c'est tout dans l'esprit brésilien. E esse projeto está se expandindo de forma muito violenta e eficiente. Alguns países da África já estão adotando realmente o projeto poder evangélico. Na América Latina, isso está chegando de forma muito forte, porque eles já têm o Brasil como experiência. Et cette expansion, elle avance vraiment d'une façon très forte dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique latine, justement forte de ces succès au Brésil, de cette présence au Brésil. Então, eu acho que sim, tem como frear, pensando, na verdade, um tripé aí mais complexo, que é a relação de financiamento e gestão, né, dessa fé dessas pessoas, né, do ponto de vista que tem relação clara, né, com os grupos econômicos, a doação dos fiéis e a forma que isso não é taxada, né, do ponto de vista fiscal, né. Ouais, il y aurait un moyen d'essayer de freiner cette évolution, un peu basée aussi sur les bases, les trois piliers, parce que c'est la question économique des dons, de la dîme qui est payée par les fidèles et qui n'est pas taxée, et c'est ça qui donne aussi cette puissance économique. E o dinheiro é lavado nas empresas de comunicação, de mídia, de televisão. Ouais, donc cet argent qui est ramassé auprès des fidèles, et ensuite il y a un blanchiment par les médias détenus par ces églises. Então a gente tem como discutir, sim, frear esse, né, projeto mais político oficial. Agora a fé das pessoas a gente não tem como discutir muito, né? Não tem como ficar discutindo se aquele fiel doa 10% ou não, porque a vida dele ele faz o que ele quiser, né? Donc on pourrait s'attaquer à cette stratégie qu'il vient d'évoquer. Ça, on peut le faire.
Mais on ne peut pas s'attaquer à la foi des gens. La foi des gens, c'est propre à chacun. On ne peut pas critiquer pourquoi il donne 10% de son salaire à l'Église. Ça, il fait s'il le veut. Il est libre de le faire. Agora, talvez tenha uma coisa prática que possa frear isso, assim, sobre a censura que a gente discutiu hoje, né? As coproduções, se não me corrija, Emily, elas são reguladas na OMC, ou não? Os tratados de acordo de comerciais, muitas vezes são acordos diplomáticos mesmo, que envolvem isso. Bon. Par ailleurs, concernant les accords des coproductions, je pense que ça passe par l'OMC et alguns acordos entre les gouvernements. Então, acho que se a França consegue, nesses acordos comerciais, de forma que discute a qualidade da cachaça brasileira, pode discutir também a qualidade do cinema brasileiro. E essa qualidade passa pela curadoria indépendante sem filtro. Né? Et donc, si dans le cadre d'accords commerciaux, la France se permet d'aller analyser la qualité de la cachaça brésilienne, elle peut très bien discuter de la qualité des films qui seraient objet des coproductions. E a qualidade passaria et cette qualité, elle passe por cinema sem filtro, sem censura. Par un cinéma sans censure, sans filtre, un cinéma vraiment libre. Para completar a questão que Gabriel levantou tão bem sobre o projeto de poder das igrejas. Pour rebondir sur ce que Gabriel a parlé sur le projet d'expansion des églises. E sobre a sua preocupação com a França. Et du souci avec la présence de ces églises déjà en France. No início dos anos 80, o primeiro sinal de que existia projeto de poder. Donc les premiers signes de ce projet de pouvoir datent des années 80. Quando as salas de cinema populares foram transformadas em igrejas, compradas por igrejas. Lorsque les anciennes salles de cinéma ont été achetées par ces églises pour transformer en église évangélique. E salas que serviram 40, 50, 60 anos ao povo agora haviam sido transformadas em templos. Oui, donc c'est des salles de cinéma qui existaient en tant que salles de cinéma depuis 40, 50 ans. Donc ouvertes au peuple en général, au public, et qui sont devenues donc des églises pour ces fidèles de ces églises évangéliques. Portanto, uma visão de distopia na França seria ver o Max Lander virar uma igreja universal. Donc, si vous voulez une image de dystopie bien précise en France, c'est voir, par exemple, imaginer le Max Lander qui serait devenu une église évangélique. A segunda coisa é que parte do projeto de poder envolve fazer filmes. Et une deuxième partie de ces projets de pouvoir, c'est aussi la réalisation de films. E hoje a maior bilheteria da história do cinema brasileiro é filme feito pela Igreja Universal do Reino de Deus. Et actuellement, le film qui a eu la plus grosse billetterie au Brésil, c'est un film qui a été réalisé par l'Église du Royaume de Dieu. Exceto que é uma mentira. Sauf que c'est un mensonge. E eu não posso publicamente afirmar que é uma lavagem de dinheiro, mas eu conheço uma pessoa que trabalha num cinema e ele descreveu a chegada de um carro, 4 homens saindo do carro com 3 malas entrando no cinema e se trancando dentro da bilheteria com o gerente e colocando em cima da mesa uma temporada inteira em 3 salas de cinema de 1 mês dedicada àquele filme pré-pagas. Je ne pourrais pas ici affirmer qu'il s'agit du blanchiment d'argent, mais quelqu'un m'a dit qu'un propriétaire d'une salle de cinéma qui a vu des hommes débarquer d'une voiture avec 2 valises d'argent et rentrer dans une salle, et cet argent correspondait à des salles complètes, de certaines 3 salles, pendant 1 mois. No país inteiro compraram salas. Ils ont acheté tous les billets pour les salles, et ça dans tout le pays. E nos cultos de cada igreja no país inteiro, os pastores distribuiriam os tickets para ver os filmes, o filme. Et dans toutes les églises dans tout le Brésil,
les pasteurs distribueraient les billets pour aller voir les films. E pastores também na porta dos multiplexes oferecendo bilhetes. Ainsi que devant les multiplex, les pasteurs aussi distribuaient des entrées. E no Brasil inteiro, nós tivemos o maior sucesso da história do cinema brasileiro com salas vazias. Et justement, ce plus grand succès qu'il a évoqué tout à l'heure, c'était un grand succès de billetterie, mais avec des salles vides. É fascinante isso. Ça, c'est une question, une anecdote vraiment fascinante. Et on va faire encore un tour des questions. Donc, je vous demande de faire des questions courtes, d'accord? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et comme ça, ils auront le temps de répondre. Donc, il y a Madame, vous en rouge, vous deux. Mais vous essayez vraiment court. Non. Allez-y, on commence par ici devant. Ah non, ouais. Bon, si vous êtes là, allez-y. Bon, on a parlé jusque-là d'un front de production, il me semble. C'était vous en tant que producteur, en tant que réalisateur. Et moi, ma question, c'est plutôt par rapport au langage. Il me semble que, comme vous l'avez bien dit, ce qui se passe au Brésil maintenant, c'est pas par hasard. C'est un projet politique qui représente des classes sociales qui justement sont conservatrices, qui justement sont homophobes, etc., etc. Et on voit tout ça. Et comment est-ce qu'on va communiquer avec les gens qui sont d'accord avec ce projet politique? Quoi, dans le cinéma? Moi, par exemple, je suis de la musique classique, c'est une musique en soi est très élitiste. Qu'est-ce que dans le cinéma pourrait parler à ces gens-là? Bon, je vais essayer de parler vite. Je voulais vous reprendre la question néo-pentecostale, comment dire en français, évangélique, parce que ce n'est pas une question, je pense, de religion. On parle là d'un projet de pouvoir. Si on se souvient de ce qui s'est passé le lendemain que Bolsonaro a été élu, où est-ce qu'il est allé? Aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a été reçu avant voir Trump dans une salle avec son fils, d'autres évangéliques qui sont aujourd'hui dans son ministère, etc. La scène, c'était la scène d'une secte, parce que tous se donnaient les mains. On priait et on parlait de Messias, parce qu'au fond, ce qui est derrière tout ça, c'est l'idée que nous sommes en train du final de temps, qu'on va maintenant vers le Armageddon. C'est ça la théorie. Et ça est né aux États-Unis, où Mike Pence, le vice-président, a la Bible dans sa salle. John Bolton, qui était le conseiller de White House, avait aussi une idée très claire, et c'est un des hommes qui est en train de faire la guerre contre le monde. Donc je voulais vous demander de faire une réflexion sur la relation entre une extrême droite qui se mobilise à travers le monde, que nous la connaissons très bien, cette croissance au Brésil de ce projet de pouvoir qui passe par l'évangélisme. Oui, bonsoir à tous et à toutes. J'ai une petite question très précise, mais avant, je voulais juste faire un commentaire. Bon, l'église brésilienne pentecôtiste, elle est dans le monde entier. Elle est en Europe, au Portugal, elle est en Angleterre, tout le monde le sait. En France, peut-être, ça sera un petit peu plus compliqué parce que, heureusement, ici, il y a un organisme de contrôle de la dérive sectaire et je pense que ça sera, heureusement, un petit peu plus compliqué, on espère. Bon, ma question, c'est peut-être ça existe déjà,
mais peut-être ça serait une bonne idée que le secteur de cinéma au Brésil crée une commission, par exemple, pour aller voir le Parlement européen, justement pour demander, voilà, pour ouvrir chez les députés, surtout ceux des gauches et des centres, ça sera plus simple de créer une voie là-dedans pour voir une façon de contrer toute cette fermeture, pour créer peut-être un fonds, je ne sais pas, mais voilà, demander de l'aide concrète. Voilà, pour faire voir la situation qui se passe au Brésil en ce moment contre les cinémas. Je vais poser une question dans ce tableau sombre que vous nous décrivez sur le cinéma. Je voulais savoir où est la place du cinéma autochtone et la place du cinéma noir au Brésil. Et je voulais juste faire une comparaison. Le débat, ça me rappelle le 1979, le lendemain de la révolution iranienne, où le cinéma en Iran était interdit et le cinéma, c'était le cinéma de martyrs et le cinéma de la guerre. Et les réalisateurs comme Kiarostami, Panahi, Farhadi ont commencé à faire des films, sont devenus de vrais ambassadeurs culturels de l'Iran à l'étranger. Et nous avons créé des festivals, on a pris des salles au quartier latin et on organisait des séances pour garder cette culture qui était en train d'attaquer par le régime iranien, qui est d'ailleurs encore. Et on voit le résultat 40 ans après. Et je pense que je faisais cette comparaison et je pense que vous êtes les vrais ambassadeurs qui vous pouvez porter la vraie culture brésilienne. Mais comme il y a je pose cette question parce qu'il y a beaucoup de suicides chez les Indiens depuis 2008 et je me posais la question, quelle est la place de leur cinéma autochtone, cinéma noir? Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, les invités, je vous propose que chacune réagisse. On commence Bia, Gabriel, Kleber, Émilie et Karim. Et chacun réagisse à les choses qui ont été, les questions, ce qui a été dit. Et chacun, parce qu'on choisisse exactement. Merci. Déjà, par rapport aux églises néo-pentecôtistes et leur projet des pouvoirs, je pense qu'on a un peu débordé le thème, la question du cinéma. Bon, puisque là, je peux répondre à la question sur les cinémas autochtones. Ce sont des cinémas minoritaires, évidemment. Les cinémas autochtones, c'est intéressant qu'il est né au Brésil sans, justement, complètement à l'extérieur de toutes ces politiques publiques mises en place par les gouvernements de gauche. Les cinémas autochtones est né au Brésil grâce au projet de Vincent Carelli et son groupe Vidéo dans les villages, mais institutionnellement, c'était des ONG. Donc, c'est là que maintenant que Carelli commence à transformer le projet en boîte de prod pour pouvoir accéder à des politiques publiques. Et évidemment, ça c'est pour le début, il y en a d'autres formes de production chez les autochtones. Mais là, ils peuvent accéder à ces politiques publiques et c'est ça qui est un jeu, justement, c'est l'accès à ces politiques. Donc, ils se sont un peu structurés pour ça. La question, c'est comment est-ce que ça va survivre. Mais ça reste, justement, ça reste des cinémas minoritaires qui sont nés d'ailleurs qui sont nés comme la vidéo, la pratique vidéographique. Et ont pu plus ou moins se structurer dans des petites boîtes de prod ou notamment pour les cinémas noirs, de petites ou moyennes boîtes de prod petites ou moyennes, accédant à des politiques publiques. Voilà. Mais ça reste un cinéma minoritaire. Merci beaucoup. Gabriel, se você puder réagir, responder, Acho que é mais como pensar realmente em formas práticas assim de entender. Acho que alguém que é mais especializado em relações internacionais, como é que a arte, né, também entra em se entender a relação como comércio, né, assim, como podemos lidar mais tecnicamente com esses controles, né? Eu acho que
operando com a OMC, assim, não tem vários selos, né, de qualidade, que para uma cachaça que não pode ter mão de obra escrava, as cachaças orgânicas, não pode ter poluente para, né, ela entrar no mercado consumidor na Europa. Nós, como criar mecanismos, né, de cooperação, né, que formaliza, né, a impossibilidade disso não deixar que a censura... Eita. Que a censura contamine isso, né? Oui, c'est savoir comment on peut intervenir dans cette question. Et il revient sur ce qu'il a évoqué du contrôle au niveau des accords. Si OMC peut contrôler dans d'autres secteurs plus commerciaux les qualités, le type de main-d'œuvre esclave, des mineurs et tout, pour des produits, pourquoi ne pas le faire pour le cinéma? Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com vídeos ADs, eu dei oficina de workshop em povos indígenas de Recife, né, o Van Sancarelli. Ouais. Donc, você teve oportunidade? Eu dei workshop para povos indígenas. Il a fait il a créé des ateliers, des workshops avec Sancarelli dans le cinéma autochtone au Pernambouc. Donc, lui-même, il a déjà eu cette expérience. E foi um momento muito especial onde os índios começaram a filmar, né? Foi muito especial ver um momento de um país que começou a ter uma voz polifônica. Et c'était un moment très particulier, très spécial, de voir les Indiens qui se mettaient à tourner des films, de se voir, de se manifester dans ces langages. Se tiver algum dispositivo técnico, né, de cooperação internacional que force que isso não deixe de existir, do ponto de vista de política de Estado, né, isso seria importante. Ouais, si jamais il pouvait avoir des moyens, une politique d'État qui fasse que puisse se préserver cette initiative et ces films de la part des peuples autochtones, ça serait très positif. Uma coisa específica é, muitas vezes, existem vários hoje mecanismos de fundos de apoio de coprodução, apoio ao desenvolvimento de roteiro, né, de vários festivais internacionais. Et il y a tout un panache de soutien, d'aide, par exemple, à l'écriture de scénarios, à la participation à des festivals internationaux ou autres. O que é paradoxal é que, às vezes, quando um país se desenvolve, um festival X tira esse país da lista. Il se passe quelque chose d'assez paradoxal, c'est que lorsqu'un pays se développe un peu plus, et il finit par être enlevé de la liste de participation de ces festivals. Por exemplo, até mais importante do que o apoio financeiro, o apoio político e a curadoria de um festival internacional tem um impacto muito maior no país de origem do que pensar isso puramente financeiramente. Ouais, au-delà de la question financière, mais la question politique et au niveau des organisations de ces festivals, ils ont vraiment un rôle à jouer. Et ça, c'est très important. Mesmo num Brasil desenvolvido, num governo de esquerda, eu jamais conseguiria visibilidade se não fosse por um fundo de um festival de Roterdã que estampou o meu projeto. Ouais, parce que dans mon cas précis, même à l'époque, dans le Brésil, dans un gouvernement de gauche et tout, jamais j'aurais eu accès à des festivals internationaux s'il n'était pas un fonds de Rotterdam qui m'a permis d'avoir accès et de présenter mon film. Fico pensando que deve ser ainda mais difícil para um jovem francês fazer um projeto talvez do que um jovem brasileiro com a voz. É uma provocação só porque eu acho que é importante. As vozes dissidentes, né, muitas vezes têm mais dificuldade em filmar, mesmo se o país tem condições favoráveis. Isso é relativo. Peut-être à titre de provocation, mais je pourrais presque imaginer qu'un jeune Français aurait presque plus de mal à trouver les moyens pour faire un film qu'un jeune Brésilien, parce que justement une voix dissidente, même dans un pays bien structuré et riche, parfois c'est difficile d'émerger. Arriscaria dizer que seria muito importante que o Brasil tivesse fundos para apoiar jovens franceses como contrapartida política. E aí a gente cria um jogo diplomático
que tem que ter liberdade de criação. Je me risque même à dire que le Brésil devrait créer un fonds de soutien aux jeunes Français pour là créer vraiment la réciprocité de... E através do apoio de reciprocidade a gente consegue descolonizar os fundos do ponto de vista estético, Ça inclusive. serait un moyen de décoloniser les fonds, y compris du point de vue esthétique. No fim das contas, os filmes internacionais são mediados pelos fundos internacionais, europeus também, né? Parce que, en fin de compte, les films internationaux, ils sont chapeautés et contrôlés par les fonds internationaux. Que são muito importantes, mas é importante que existam outras formas também. Qui sont évidemment très importants, mais c'est aussi essentiel qu'il y ait d'autres moyens pour faire le contrepoids. Adoraria ver um fundo num país africano desenvolvendo cooperação, né, financiando um filme de um jovem americano que tem uma voz para falar da cultura americana de forma diferente, que ele jamais conseguiria dentro dos Estados Unidos. Né? Ouais, ça serait un rêve d'avoir un fonds africain qui soutiendrait un jeune américain à faire un film pour parler des États-Unis d'une façon qu'il n'aurait pas l'espace de le faire là-bas. Obrigado. Eu queria realmente terminar agradecendo ao Fórum das Imagens. Je voulais tout d'abord remercier le Forum des Images. Foram 2 horas muito especiais aqui, falando sobre o nosso país, o meu país, no caso o Brasil, o país de muita gente aqui na sala. Bon, pour moi, ça a été 2 heures très particulières, très importantes d'être ici à parler de mon pays, mais je sais que c'est le pays aussi de beaucoup de gens qui sont dans cette salle. Ao longo dos últimos 3 anos, aconteceram coisas que eu nunca imaginei que poderiam acontecer na ideia de cultura sendo feita no Brasil. Ces 3 dernières années, il se sont passées des choses en termes de culture, des choses que je n'aurais jamais imaginé que se passent au Brésil. Com alguma projeção que meus filmes me deram, eu terminei sofrendo algum tipo de ataque no Brasil. Do ponto de vista político. D'après l'exposition que mes films m'ont donnée, j'ai fini par subir des attaques politiques par rapport à ce film. É curioso porque eu sempre encontrei muito apoio na França. E isso é algo que eu precisava dizer hoje aqui. Et c'est curieux parce que j'ai toujours obtenu beaucoup de soutien de la part de la France et des Français. Et ça, c'est ce que je voulais affirmer ici aujourd'hui. Merci, le français. Non, plutôt c'est des propositions, en fait, des questions. Il avait une question, je peux oublier. La première, c'était... Ah, ça, c'est la question de ma vie. Non, mais comment on parle aux 52 millions de personnes qui ont voté pour le gouvernement qui est en place? Comment on se communique avec eux? Et comment on a un cinéma qui permet de qu'on soit ensemble et pas séparés? Ça, c'est la grande question, parce que dès qu'on commence à répondre à cette question, c'est lequel notre pouvoir de séduction. Et à partir du moment qu'on commence à répondre à cette question, on va peut-être détruire les temples évangéliques et on va les remettre comme si c'était un cinéma. Et je crois que c'est ça la grande question d'aujourd'hui. C'est comment on peut parler, peut-être ça ne se passe pas par les cinémas, peut-être ça se passe pour une autre chose. Il y a un garçon au Brésil qui s'appelle Godzilla. Tu connais ce mec? Godzilla, c'est le garçon, il est afro-brésilien, il est à São Paulo et je crois que c'est le plus vu, les mecs de YouTube qui est le plus vu au monde. Il est très intéressant, il parle de... Et peut-être c'est par là, je ne sais pas, j'adore ce que je fais, vous ne me comprenez pas mal, mais je crois qu'il faut quand même penser out of the box. Et par exemple, si vous voyez Godzilla, c'est les clips de musique qui sont les plus vus. Godzilla, K-O-N-D-Z-I-L-L-A. Et je crois qu'il faut vraiment, par exemple, inviter un garçon comme ça pour faire du cinéma, par exemple. Il faut vraiment qu'on pense à cette nouvelle génération et comment on pense vraiment avancer pour qu'on puisse séduire les gens. Quand on voit qu'il y a un garçon comme ça, le problème, c'est que je ne sais pas politiquement où est-ce qu'il... c'est quoi son côté. Mais il y en a d'autres Godzilla qu'on peut aider. Il y a d'autres Godzilla avec qui on peut collaborer.
Et ça c'est une nouvelle génération qui est beaucoup plus savvy au point de vue médiatique. Mais je crois que votre question, c'est la grande question à laquelle je me pose à chaque jour dès que je me réveille. C'est comment... et il faut vraiment s'attaquer à ça, il faut vraiment répondre à cette question. Elle est très, très importante parce que je crois que, en parlant un peu de ce que Beth a dit ici, tout ce qu'il est politiquement, les mouvements, c'est de créer des champs opposés. Et en fait, dès qu'il y a des champs opposés, il n'y a pas de dialogue. Et le cinéma, je crois qu'il a vraiment la force de détruire cette opposition. Et parce que, en fait, je suis désolé, mais on n'est pas les messieurs le président. On est beaucoup plus d'autres choses. On est Chico Buarque, on est Clémentine de Jésus, on est beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est peut-être on arrête d'avoir une espèce de A contre B, B contre A, mais de trouver des choses qui nous mettent ensemble. Je suis sûr que si on joue une chanson de je ne sais pas qui, de Martinho da Vila, la personne qui a voté pour ce messieurs qui est là et les autres, ils vont danser ensemble. C'est pour ça que je faisais cette provocation par rapport au Festival Sem Censura. Est-ce que le Forum des Images peut faire un truc comme ça l'année prochaine? Quelque chose qui soit irrévérente, qui soit joyeuse, qui soit sexy et qui soit les Brésil, quoi. Parce qu'on n'est pas, je crois qu'on est en train d'être kidnappé. C'est comme notre âme, elle est en train d'être kidnappée. Je crois que c'est très important de s'attaquer à cette question. Et l'autre chose, c'est une question très pratique. Je crois que tu m'as soufflé dans mon oreille là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un du monde ici? Pourquoi on n'a pas une lettre qui est publiée dans un journal comme Le Monde pour parler de ce qui se passe? Il faut qu'on soit pratique. Pourquoi il n'y a pas un programme dans une télé française qui n'est pas ici, mais qui est... C'est une question d'échelle. Et j'ai fait cette provocation parce que si on est là, il faut avancer. Il faut que ça soit un début Et la dame qui a demandé sur le Parlement européen, vous connaissez quelqu'un au Parlement européen? Non, je crois qu'il faut faire des choses concrètes, il faut avancer. Et je crois que c'est très important que ce débat qui est là, il soit vraiment vu et qu'il soit disséminé. Mais voilà, merci beaucoup. Je voulais remercier encore une fois toute l'équipe du Forum d'Images. Ils sont là. Bon, il y en a 3. Gilles, Claude, François, Pauline, toutes ces personnes qui ont construit cette belle programmation. Vous dire que préparer ce débat, c'était très important pour moi, pour tout ce qu'on fait dans notre association Auto-Brésil sur les questions politiques, sociales, comment on pense la résistance, mais qu'on pense aussi dans la construction de l'après, parce qu'il y aura un après. Ça, c'est sûr et certain. Et en partageant ce temps avec ces personnes ici, ces personnes qui font du cinéma, un cinéma vraiment magnifique, beau, plein d'art, plein d'espoir, je sors de cette table ronde avec beaucoup d'espoir, en sachant qu'on ne lâche rien et qu'on va continuer. Merci beaucoup.